Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants et passionnés de littérature. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on plonge tête la première au cœur de la tragédie moderne du XXe siècle et on va s'attaquer à un monument, l'Antigone de Jean Anouilh. On va décortiquer ensemble la scène la plus intense, le climax absolu de la pièce. Vous savez, ce moment de bascule où le destin s'abat d'un coup et où la fatalité broie tout espoir. Il y a un point dramaturgique génial qu'il faut se rappeler tout de suite. Sur scène, il n'y a que le chœur et le messager qui parlent. Toute l'horreur viscérale, elle se passe hors scène, au fond d'une cave, et nous est racontée par ces témoins qui sont complètement impuissants. Alors comment Anouilh arrive-t-il à transformer de simples mots en une véritable machine de mort? Comment chaque description devient-elle, au fond, un argument pour justifier l'injustifiable? C'est exactement ce voyage qu'on commence maintenant, de la psychologie des personnages jusqu'aux moindres petits détails linguistiques. Au menu de notre cours aujourd'hui, on commencera par retracer les événements tragiques, ensuite on passera la langue à la loupe, avant de s'attarder sur le vocabulaire et le lexique un peu plus pointu, on fera évidemment un arrêt obligatoire sur les figures de style majeur, puis on prendra de la hauteur avec le contexte et l'interprétation, et on finira comme d'habitude par un grand débat ouvert. Allez, on attaque tout de suite notre première partie avec le résumé des événements, la mécanique de la tragédie en marche. Écoutez bien cette réplique du cœur, elle est d'une froideur absolue. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de crayon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. Il ne faut pas juste voir ça comme une simple narration. Non, c'est un argument rhétorique implacable. Le cœur justifie l'horreur qui arrive en nous disant en gros « la machine est lancée, c'est trop tard ». Créon va devoir payer le prix de ses décisions politiques. Antigone est déjà condamnée, d'accord, mais la tragédie exige que tout le monde passe à la caisse. C'est la preuve que le pouvoir absolu a un coût absolu. L'engrenage est activé par le tyran et le châtiment devient inévitable. Et là, le récit du messager nous fait vivre une contraction vertigineuse du temps. C'est fascinant la façon dont ça s'accélère. Imaginez-vous à leur place, l'effroi de se tenir devant ce tombeau scellé. D'abord, le texte insiste sur de longues minutes super angoissantes où on entend juste un gémissement sourd à travers la pierre. Le suspense s'étire au maximum. Et soudain, on bascule dans la frénésie, on compte en secondes. Les esclaves, poussés par Créon qui perd complètement la tête, arrachent les pierres jusqu'à s'en arracher la peau des mains. Et la découverte est atroce. Antigone est pendue et Aimon est là, agrippé à elle. En une fraction de seconde, l'action physique remplace tous les beaux discours. Aimon se lève, crache au visage de son père, dégaine son épée et se l'enfonce dans le ventre. Le rythme saccadé de la phrase mime parfaitement cette urgence, cette panique qui montre bien que toute tentative de négociation est morte et enterrée. Passons à notre deuxième point, l'analyse de la langue, et plus particulièrement cet ancrage si spécifique au XXe siècle. Si on regarde de près, on a un contraste hallucinant. D'un côté, on a ce vocabulaire très épique, très classique de la tragédie grecque. Le tombeau, la caverne, l'épée. C'est lourd, c'est chargé de mythes, de rois et de dieux. Mais de l'autre côté, paf, à nous, il nous jette au visage des mots du quotidien, d'une banalité presque choquante. Il parle d'un vulgaire trou dans le sol. Et Antigone, elle ne s'est pas pendue avec une étoffe de soie royale, non, elle a utilisé les fils bleus, verts et rouges arrachés à sa ceinture. Cet anachronisme, c'est un choix en or de la part du dramaturge. Il détruit la noblesse distante du mythe grec pour nous balancer une horreur crue, moderne et atrocement humaine. Ça ne ressemble pas à la mort d'une demi-déesse intouchable, ça ressemble à un terrible fait divers, ce qui rend la scène terriblement réelle pour nous. Et pour nous immerger complètement, Anouilh sature nos sens. Son vocabulaire sensoriel est d'une précision chirurgicale. Il veut qu'on ressente physiquement la douleur. Côté son, le silence de mort est déchiré par des plaintes nouvelles et se termine sur ce roi qui hurle comme un fou. Visuellement, c'est un clair-obscur violent. Les cheveux blancs dans l'ombre de Créon jurent avec cette immense flaque rouge à la fin. Et le plus troublant, c'est le toucher. On sent presque l'angoisse avec ce roi Sion dont les mains saignent sur la pierre. Toute cette accumulation, c'est la preuve par A plus B que la froide logique politique de Créon s'effondre complètement face à la réalité physique, organique de la mort. On enchaîne avec notre troisième étape, un petit point lexique sur les mots de la douleur. Alors, plongeons dans la racine des mots, parce que chaque terme ici agit comme un coup de poing sur les certitudes du roi. Regardez le mot « irruption ». Ça vient du latin « irruption » de « irrompere », se précipiter dans, entrer de force. Dès le début, le messager fait irruption et bam, il installe une énergie de panique et de perte de contrôle totale. Ensuite, on a entassé. Du vieux français, ça veut dire accumuler en tas, sans aucun ordre. Ce n'est pas anodin. Les pierres ne forment plus un édifice majestueux. Elles sont devenues un obstacle sauvage, chaotique. Ça détruit l'ordre royal. Et enfin, le mot le plus lourd, mépris. Du latin pretiare, évaluer, avec le préfixe négatif mais, c'est le fait de juger quelqu'un indigne d'estime.
C'est l'argument psychologique fatal. Aimon ne ressent même plus de haine envers son père. Il ressent du mépris. La rupture est totale. Le tyran n'a même plus droit à la colère de son fils. On passe à l'architecture de la pièce, notre quatrième partie, les figures de style principales. On va se pencher sur 5 figures de style incontournables. La première, c'est l'anaphore. Vous savez, cette répétition insistante d'un mot au début de phrases successives. Au théâtre, l'anaphore, c'est pas juste pour faire joli, c'est un véritable sismographe de l'âme. Ça sert à montrer l'urgence, l'obsession ou même un personnage en train de péter les plombs sous la pression. Et ça donne cette réplique déchirante. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. C'est Créon qui hurle ça. Le même Créon qui, depuis le début, est ce monarque froid, calculateur, qui justifie tout par la loi et l'État. Mais là, face au cadavre d'Antigone et à son fils prêt à mourir, son armure intellectuelle explose. Il bégaye comme un enfant en panique. L'anaphore nous montre l'effondrement total de la rhétorique du roi. Il répète ça en boucle dans l'espoir désespéré de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe pour toujours. Notre deuxième outil, très classique, c'est la comparaison. Utiliser un petit mot comme « pour lier deux idées. Mais dans une tragédie, ça sert surtout à créer un électrochoc visuel pour le public. Ça connecte deux choses opposées pour en faire jaillir un sens nouveau et souvent tragique. Et le texte en est rempli. Quand Créon hurle comme un fou « Adieu la dignité du roi », il devient un animal blessé. Mais l'image la plus dure, c'est de loin ces fils colorés qui pendent comme un collier d'enfant au cou d'Antigone. Quelle cruauté dans cette comparaison, vous ne trouvez pas? Mélanger un symbole de l'innocence enfantine avec la strangulation de la pendaison, c'est l'argument massu d'Anouilh sur la pureté broyée par le monde des adultes. Et puis il y a Aimon, avec son regard lourd comme la lame. Le regard devient une arme littérale. Aimon poignarde psychologiquement son père avant même d'avoir sorti sa vraie épée. Troisième figure essentielle au registre tragique, l'hyperbole. C'est l'art de l'exagération absolue. L'hyperbole s'en fiche de la vérité scientifique. Elle cherche la vérité émotionnelle. Elle force le spectateur à comprendre l'ampleur dingue d'un désastre. Regardez comment le messager conclut. Il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Le mot « immense » prend toute la place. Évidemment, la quantité de sang d'un humain est limitée, mais avec l'hyperbole, ce sang devient un océan. Les amants ne meurent pas juste de leurs blessures, ils se noient dans les conséquences des bagouilles politiques de Créon. Le rouge avale tout. Cette démesure visuelle, c'est le reflet exact de la démesure de l'orgueil humain qui a provoqué ce banc de sang. Quatrième figure littéraire, la métaphore. C'est un peu la grande sœur de la comparaison, mais sans le mot outil. Elle fusionne deux idées pour créer un symbole fort. Elle nous oblige, nous, spectateurs, à décoder le message caché. Prenez cette métaphore formidable, les yeux d'enfant d'Aimon. Aimon est un prince, un adulte en âge de se marier, mais le texte insiste, il fixe Créon avec des yeux d'enfant. C'est une magnifique métaphore de la pureté retrouvée. Face à l'horreur, Aimon fait un grand bond en arrière. Il redevient cet être pur, non corrompu. Et par ce regard, il hurle silencieusement qu'il rejette en bloc le monde des compromis politiques, le monde cynique de son père. La pureté et le pouvoir ne peuvent décidément pas cohabiter. Et voici la cinquième, très subtile mais d'une violence inouïe, la périphrase. Vous prenez un nom propre ou un titre et vous le remplacez par une longue expression descriptive qui vient appuyer là où ça fait mal. À la fin du récit, le nom même de Créon s'évapore. Aimon ne regarde plus son père ou son roi, il regarde ce vieil homme tremblant. Cette petite périphrase, c'est une exécution en règle. En 3 mots, Créon est dépouillé de sa couronne, de son autorité, de sa superbe. Il n'est plus le grand tyran de Thèbes, il n'est qu'une épave vieillissante, misérable et terrifiée au fond d'une grotte. C'est l'ultime renversement de pouvoir. Quand le roi n'est même plus digne d'être appelé par son nom, la tragédie a fait son œuvre à 100%. Prenons maintenant un peu de hauteur avec notre 5e partie, le contexte et l'interprétation de ce grand choc des générations. Qu'est-ce qu'on retient de cette scène anthologique? D'abord, on ressent de plein fouet l'inévitabilité du destin. La fameuse machine tragique d'Anouilh. Une fois lancée, rien ne l'arrête, ni les regrets ni les larmes. Ensuite, cette cave devient le ring d'un affrontement générationnel féroce. C'est la jeunesse intransigeante qui percute de plein fouet la vieillesse politique et compromise. En se suicidant, Aimon refuse définitivement de se salir les mains avec le fameux petit bonheur mesquin que Créon lui promettait. Et surtout, retenez bien ça, l'arme la plus puissante d'Aimon, c'est son silence. Créon, lui, parle, explique, justifie. Aimon ne dit pas un mot. Son silence et son crachat viennent fermer les débats. Ça veut dire qu'il y a des fossés moraux tellement grands que les mots ne servent plus à rien. Allez, on arrive à notre 6e et dernière partie, la conclusion, et surtout, c'est à vous de jouer pour le débat.
En résumé, Jean Anouilh réussit ce coup de génie. Il prend une vieille légende grecque et il la fracasse contre la désillusion de notre époque moderne. Avec ses mots banals, ses métaphores bouleversantes, il nous fait porter tout le poids de la fatalité. Mais un cours ne s'arrête jamais vraiment, alors je vous donne du grain à moudre pour la suite. D'abord, pourquoi ce fameux silence démon, avec ce crachat, détruit-il complètement tous les longs discours politiques de son père? Ensuite, au vu de cette fin glaçante, qui gagne et qui perd vraiment dans l'histoire? Est-ce que cette intrusion de mots de tous les jours modifie notre empathie pour ces personnages mythiques? Et enfin, posez-vous la question, Crayon, tout seul à la fin au milieu de ces certitudes mortes, n'est-il pas, au fond, la vraie victime tragique de la pièce? Je vous laisse y réfléchir et en débattre. Un immense merci pour votre attention et votre curiosité pour ce décryptage. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de notre littérature. À bientôt.